d'écouter les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Comte au sein du podcast. Stéphanie, elle est fondatrice du cabinet Dans leurs petits pas. Et je suis ravie de l'accueillir parce qu'elle va nous parler du sujet de la parentalité. Aujourd'hui, elle accompagne diverses entreprises, donc des DRH, des dirigeants, sur l'intégration de la question de la parentalité dans la politique RH. C'est une question que se posent de plus en plus d'entreprises. Là où certains se demandent, est-ce vraiment à nous de le traiter? Vous verrez dans cet épisode qu'effectivement, il y a beaucoup de bénéfices pour une entreprise à commencer à mettre en place des sujets de conciliation, finalement, des ponts entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour vous en dire un petit peu plus sur Stéphanie, elle a une formation RH, elle a eu plus de 18 ans d'expérience en tant que responsable RH dans laquelle elle a pu accompagner des populations différentes en usine, des commerciaux, des techniciens, des populations sièges également. Elle a accompagné des projets de transformation, de développement et elle a également beaucoup recruté. Et finalement, aujourd'hui, à travers sa nouvelle activité, elle fait le pont entre cet accompagnement qu'elle a réalisé pendant de nombreuses années dans son métier de RRH et la façon dont elle peut aujourd'hui accompagner des entreprises et des individus sur les questions de parentalité. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast aujourd'hui et pour démarrer, j'aimerais que tu nous confies, si tu veux bien, quelque chose que les gens ne savent pas sur toi. Alors, je m'attendais un peu à cette question parce que je suis régulièrement tes épisodes. Et je me suis dit qu'on allait démarrer vraiment avec le cœur du sujet de la parentalité. J'ai hâte. Et j'ai envie de te partager une anecdote, qui me fait rire maintenant, mais sur le coup, pas du tout. C'est la première nuit, en fait, où je suis revenue à la maison après mon séjour à la maternité suite à la naissance de mon premier garçon. Moi, j'avais fait le choix de tirer mon lait parce que j'ai pas aimé l'allaitement quand j'ai testé. Et à l'hôpital, comme je n'avais pas assez de lait, je sonnais sur le bouton magique des infirmières et on m'amenait des petites fioles de lait pour alimenter mon bébé. Et puis, quand on est rentré à la maison, le peu de lait que j'arrivais à tirer, finalement, c'était pas suffisant. Et donc la première nuit, vers 23h, quand mon bébé s'est mis à crier, le papa est venu, il m'a apporté la petite fiole de lait qui restait. Et là, grosse panique, on s'est dit, mais on va pas tenir la nuit avec ça, en fait. Aïe. Et donc là, il y avait plus le petit bouton pour appeler les infirmières, évidemment. Ça manque. En revanche, il y avait le téléphone pour appeler police secours. Donc vraiment, c'est une anecdote... Aujourd'hui, j'en ris, mais j'étais dans un état de totale panique en me disant, mais c'est atroce, mon bébé va souffrir, il va avoir faim toute la nuit, enfin, t'imagines le truc. Bien sûr. Et donc, me voilà appeler police secours pour trouver la pharmacie de garde, négocier parce que normalement, c'est sur ordonnance, en fait, les pharmacies de garde. Et donc là, je tombe sur une jeune femme en pleine empathie avec moi. J'étais en pleurs comme pas possible. Elle me dit, mais vous mettez pas dans cet état-là. C'est la première fois. Non, vous pouvez pas vous mettre dans cet état-là. Bon, bref, elle m'a donné l'adresse de la pharmacie et le papa est parti en trombe en voiture. Il s'est fait arrêter par la police au rond-point en bas de chez nous. Donc, il a expliqué ce qui se passait. Ils ont même pas cherché à comprendre. Ils ont dit, allez-y. Et au retour, ils étaient encore là. Ils l'ont escorté. Enfin, vraiment, le truc incroyable. Et on s'en est sorti. Florent a eu son biberon pour le reste de la nuit. Voilà. Waouh. Ça nous met merveilleusement bien dans le bain du sujet dont on va se parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de la parentalité et de l'accompagnement de la parentalité par l'entreprise. Alors, je sais déjà que pour ceux qui nous écoutent, puisque j'ai déjà eu des questions en amont, c'est finalement pourquoi est-ce que c'est un sujet de l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on va devoir s'intéresser à ça aujourd'hui? Et je pense que cet épisode va nous permettre de nous éclairer tout au long. Mais peut-être pour démarrer, est-ce que tu as aujourd'hui quelques éléments clés très factuels pour nous permettre de nous mettre sur la voie de pourquoi est-ce que c'est un sujet que l'entreprise doit aborder? Alors d'abord, la notion de parentalité en entreprise, moi j'ai envie de vraiment préciser ce que c'est pour moi. Donc on va vraiment parler là de toutes les réflexions et de toutes les mesures qu'on va pouvoir mettre en place pour soutenir en fait les salariés qui ont cette double mission que d'être à la fois salariés et parents. Et concrètement, de qui on parle? On parle tout simplement de 89% des salariés en France. C'est quand même une grosse majorité qui peut laisser rêveur certains et certaines. Donc, au niveau des chiffres clés, on a quand même 77% des actifs qui pensent que leur employeur a vraiment un rôle à jouer, en fait, dans le soutien à leur parentalité. Et 82% des salariés qui déclarent être prêts à changer d'entreprise, en fait, pour plus de soutien à la parentalité. Donc, ça aussi, c'est quand même
assez éloquent comme chiffre. C'est énorme, c'est bien plus que ce que je me serais figuré sans avoir le chiffre. Donc déjà, merci pour cet éclairage. Mais je pense que ça répond aussi dès le début de cette conversation à toutes les personnes qui se disent est-ce que vraiment c'est un rôle que doit jouer l'entreprise? On n'a peut-être pas eu tellement l'habitude, c'est peut-être pas tellement ancré. Et au final, je comprends que les attentes, elles sont majoritaires de la part des parents sur le fait que oui, l'entreprise doit y répondre. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que on n'y a peut-être pas forcément prêté attention plus tôt, et en même temps, moi, je peux pas m'empêcher de faire un lien avec le paternalisme à l'époque, où finalement, on construisait quand même, tu vois, des écoles pour les enfants des salariés, ce genre de choses. Donc, pour moi, il y a une espèce de comme une mode un peu qui revient, alors d'une façon complètement différente, mais j'aime bien faire des liens aussi comme ça. Ok, donc ce serait pas complètement nouveau finalement. Après, c'est peut-être la façon de le traiter qui évolue un peu. Pour faire le lien peut-être aussi avec ton anecdote d'ailleurs, c'est quoi les principaux défis que vont rencontrer les nouveaux parents justement lorsqu'ils reviennent au travail? Alors soit lorsqu'ils reviennent au travail, soit même pendant la grossesse par exemple pour les femmes. C'est quoi les nouveaux défis auxquels ils sont confrontés et où pour toi l'entreprise a un rôle à jouer? Alors, tu parles de lien avec mon anecdote, et effectivement, elle est quand même assez drôle parce que finalement, on peut parler ici ne serait-ce que des changements physiologiques. Et j'aime bien en parler parce que je me rends compte que parmi toutes les clientes que j'accompagne, il y en a beaucoup d'entre elles, en fait, qui n'étaient pas au courant de ça, qui en avaient presque honte et n'osaient pas en parler autour d'elles. Et j'ai nommé, en fait, le mommy brain. Donc, c'est ce fameux, en fait, changement qui s'opère au niveau du cerveau de la femme enceinte et qui continue au niveau du postpartum, parfois jusqu'à 2 ans et parfois même pour toujours, où en fait, alors après ça s'atténue quand même, hein, qu'on se rassure là-dessus, mais c'est ce fameux en fait brouillard mental un petit peu, cette confusion dans laquelle on peut être de manière assez régulière et qui se traduit par beaucoup de pertes de mémoire. Donc les femmes le vivent, elles m'en font part en fait, et quand je leur donne ces informations-là et que je leur explique qu'il y a vraiment un changement physiologique au niveau du cerveau, on parle de neuroplasticité périnatale en fait, hein. Il y a des zones du cerveau qui se modifient comme pour finalement être de plus en plus focus sur le bébé. Et notamment les zones qui sont liées à l'empathie, à la distinction des sons et à la reconnaissance des émotions. Donc c'est super intéressant. Et je peux pas m'empêcher aussi d'évoquer du coup le cerveau des papas avec des recherches scientifiques qui sont beaucoup plus, je dirais, à leur balbutiement. Tu vois, il y a 2 études qui parlent de ça, mais qui effectivement montrent aussi que chez les papas, il peut y avoir des productions d'hormones qui vont leur permettre d'être plus aussi en lien au niveau de l'empathie avec leurs enfants, et également des changements au niveau cérébral. Donc c'est quand même assez dingue, et ça en est assez balbutiement, mais c'est à suivre. Ok, donc super intéressant. Donc des changements de l'ordre physiologique, si je comprends bien, que vont parfois découvrir les nouveaux parents, qui peut être un effet de surprise du coup, et d'autres vont être beaucoup mieux préparés, mais qui vont avoir un impact aussi sur leur capacité à revenir en fait à 100% dans leur nouveau travail. Est-ce qu'il y a d'autres types de défis que ces défis physiologiques sur lesquels tu peux accompagner des nouveaux parents? Oui, alors d'un point de vue pratico-pratique, vraiment le Graal en fait pour les nouveaux parents, ça va être la place en crèche ou la super nounou. Ou le super nounou. Évidemment. Donc bien évidemment là-dessus, il y a des entreprises qui trouvent des solutions avec la mise à disposition de places en crèche, des crèches entreprises, des crèches inter-entreprises. Mais clairement, c'est vraiment le sujet qui préoccupe le plus les parents quand ils préparent la reprise. Ouais, des sujets du coup plus d'organisation, hein, comment est-ce qu'ils organisent leur nouvelle vie entre le boulot et puis l'enfant. Exactement. Bien évidemment, tout cela va se compliquer quand on est sur des métiers avec en plus des horaires qui sont décalés ou des horaires de nuit, où les 2 parents travaillent de manière décalée ou de nuit. Tu imagines le complexe. Donc effectivement, sur ces métiers-là, c'est d'autant plus important d'en tenir compte. Ensuite, pour les tout jeunes parents, on a bien évidemment le manque de sommeil. Effectivement, un défi. Qui est effectivement ce défi parce que forcément, ça impacte sur la capacité d'attention au travail, sur le niveau de stress qu'on peut tous vivre au quotidien quand on est en manque de sommeil comme ça. Donc simplement, en avoir conscience déjà en tant qu'entreprise et en tenir compte dans le fait que tous les jours au quotidien, les tout jeunes parents, ils sont pas complètement leur cerveau connecté parce que parfois le manque de sommeil est vraiment compliqué. Et ça, du coup, ça touche pas que les femmes, que les mères. C'est intéressant du coup de parler du manque de sommeil parce que il peut y avoir une façon un peu unilatérale de regarder le sujet, je pense, pour certaines entreprises. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas évoquées? Alors, j'ai envie de parler de la notion de culpabilité. C'est quelque chose qui revient aussi souvent dans les accompagnements que j'ai
et puis qui est une idée assez répandue quand on devient parent, avec cette culpabilité de ne pas être assez au travail, de ne pas être assez auprès de son enfant. Finalement, comment être ce parent à la fois investi dans son travail et à la fois ce parent que j'ai envie d'être auprès de mon enfant quand ce même travail me tient éloigné de cet enfant 10 heures par jour. Ça nous met vraiment face à des choix qui sont complexes, en fait, la parentalité, et d'autant plus que c'est une notion qui a vraiment évolué avec la société. Les femmes qui travaillent de plus en plus, les pères, et on s'en réjouit, qui ont envie d'avoir un rôle de plus en plus investi auprès de leurs enfants. Il y a toutes les recherches qui ont pu être faites sur les besoins de l'enfant, donc on les connaît de plus en plus. Et on a de plus en plus conscience de la manière dont on doit adapter notre parentalité pour y répondre au mieux. Il y a tout le travail de la commission des 1000 jours qui met en avant vraiment l'importance du lien sur les enfants jusqu'à 3 ans. Et tout ça, finalement, c'est comme pas des injonctions, mais c'est des messages inconscients que les parents, tu vois, attrapent de plus en plus et qui vont aller façonner vraiment la manière dont ils se veulent aussi en tant que parents. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'on a travaillé chez Authentique Talent avec des entreprises dont l'activité, dont la culture va offrir aussi des rythmes de travail assez intenses et qui réalisent sur les dernières années qu'il est difficile pour eux d'attirer des populations, justement des femmes qui se projettent dans le fait d'avoir des enfants en se disant comment est-ce que je vais concilier les deux, comment je vais concilier les deux sans culpabiliser, comment je vais réussir à être deux rendez-vous à la fois. Donc je pense que ça c'est un vrai défi et que vont peut-être encore plus rencontrer certains types d'entreprises à mon sens ou certains types de jobs. Ce qui m'intéresse, tu parlais tout à l'heure des places en crèche, ce qui m'intéresse c'est aussi de comprendre quelles sont toutes les bonnes pratiques que toi tu connais, que tu as vues ou dont tu as entendu parler et auxquelles peuvent avoir recours des entreprises pour essayer d'accompagner au mieux. Oui, alors là-dessus, quand j'ai lu cette bonne pratique-là, je me suis dit que c'était absolument super. Il y a un cabinet de conseil, donc pour le coup, on est vraiment sur des métiers qui sont assez prenants en termes de, tu vois, d'amplitude horaire et même de déplacement, qui a mis en place une notion de parcours choisi en fait, ce qui permet aux salariés, tout jeunes parents notamment, de pouvoir faire comme une pause un petit peu dans leur progression de carrière, de manière choisie. Donc c'est pas obligatoire, on peut aussi très bien avoir envie de continuer et ça nous pose pas de soucis. Et donc tout ça, communiqué de manière très claire. Et ça permet en fait aux salariés de faire ce choix-là, tout en se disant le jour où je reviendrai dans le circuit, je serai pas stigmatisée ni, tu vois, mis de côté. Et ça, c'est hyper précieux en fait, parce que encore une fois, dans tous les accompagnements que je peux faire, c'est souvent des jeunes femmes cadres qui sont hyper brillantes, qui ont des enfants sur la trentaine bien tassés. Tu vois, on s'approche de la quarantaine, donc elles ont déjà un parcours professionnel qui est assez remarquable. Et elles sont souvent très angoissées par le fait de se dire mais comment je vais pouvoir continuer en fait à évoluer dans ma carrière. Donc c'est un vrai sujet. Donc ce parcours choisi, c'est décider quelque part d'être sur un rythme différent, d'être sur une trajectoire de carrière différente de façon temporaire, c'est ça ? Exactement. Ok, intéressant. Ouais. Et parce que bien souvent la difficulté, c'est aussi l'idée qu'on se fait de ce que les gens vont se dire, en fait. Et du coup, une mesure comme ça, qui est ouverte, communiquée, connue de tous, ça donne une réelle permission, en fait, aux gens. Et j'imagine qu'il y ait une possibilité ouverte à n'importe lequel des parents, des deux parents, à n'importe quel moment, ou c'est juste après la naissance ? Alors là, de mémoire, c'était plutôt après la naissance, mais ça se poursuivait, en fait, parce que concrètement, des enfants en bas âge, tu vois, jusque 3 ans, avant l'école, il y a vraiment des complexités en termes de logistique. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples de bonnes pratiques que tu aurais vues et qui permettraient, encore une fois, de bien accompagner le sujet de la parentalité ? Alors, je sais que tu vas nous partager un exemple concret auquel toi, tu as pu participer, et notamment qui est le coaching de parents tel que tu as pu le mettre en place, enfin, en tout cas, y contribuer au sein de Louis Vuitton. Mais avant ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments, un petit peu plus largement, que tu pourrais citer, qui pourraient inspirer un petit peu l'audience ? Alors, d'une manière générale, j'avais envie de profiter aussi de ce micro pour mettre en avant le travail remarquable que des femmes ont fait sur le Parental Challenge. C'est un outil qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde et vraiment, s'il y a un outil pratico-pratique à retenir sur lequel vous pourrez vraiment avoir beaucoup de choses précieuses, c'est ce Parental Challenge. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent et qui n'en ont pas entendu parler, même si c'est vrai qu'on a quand même beaucoup communiqué dessus, est-ce que tu peux nous le redécrire en quelques mots ? Oui, alors en fait, c'est un document qui est réfléchi de la manière suivante, à savoir que sur chaque étape vraiment de la parentalité, que ce soit de la conception, la grossesse, les différents trimestres, le retour, elles ont partagé des idées de bonnes pratiques
avec à chaque fois en plus, une évaluation du coût financier que ça pouvait représenter, avec bas, moyen et élevé, et puis du benchmark en fait d'entreprises, de choses qui ont pu être mises en place. Donc c'est vraiment un trésor ce document, et je les ai déjà remerciés sur LinkedIn, mais je le refais ici parce que vraiment c'est super. On parle de conseils autour du départ du parent au moment de la naissance. Est-ce que tu veux donner des conseils aussi de bonnes pratiques que tu as pu voir à d'autres moments? Déjà, juste au niveau du congé maternité, le retour, il sera d'autant plus bien vécu que le départ, en fait, sera bien vécu aussi. Je pense que c'est vraiment un travail d'équipe entre le manager et la salariée qui part en congé maternité. Plus on va lui permettre, en fait, de préparer ce départ, parfois même en recrutant, ou en tout cas en participant au recrutement peut-être de sa remplaçante. C'est une expérience qui peut être enrichissante. Moi, je l'ai vécue à 2 reprises et vraiment, c'était chouette. Bon, j'étais en RH, donc forcément, ça aide. Mais, oui. tu peux quand même participer d'une certaine manière. Et puis, ce qui peut être chouette aussi, vraiment, c'est de pas hésiter à poser les questions, tu vois. Est-ce que la personne, elle va avoir envie qu'on la tienne au courant de ce qui se passe pendant son congé maternité? Il y en a oui, il y en a qui vont dire non, moi j'ai complètement envie de couper. Et tout ça, on peut pas le présupposer, en fait. C'est chouette de leur poser la question aux gens en amont. Et c'est aussi OK d'accepter que leur réponse, elle va peut-être évoluer en fonction de ce qu'ils vivent. Voilà. Et puis le retour de congé maternité, le manager, il a un rôle clé, bien évidemment. Ça peut passer par des choses toutes simples, le moment convivial, le déjeuner avec les équipes, mais bien évidemment par un entretien complet où on va pouvoir laisser la personne s'exprimer sur les difficultés qu'elle peut rencontrer éventuellement, ou ce genre de choses. Proposer vraiment tous les dispositifs qui sont disponibles, et d'ailleurs même dès le départ, pas hésiter à en parler, parce qu'on sait qu'il y a énormément de salariés qui ne sont pas au courant en fait de ce que les entreprises font, et la communication autour de ce sujet, elle est super importante dès le départ en fait. Ouais, absolument. Et je pense que l'élément très important que tu soulignes, c'est à quel point le manager, il joue un rôle clé au-delà de toutes les mesures que l'entreprise a elle-même décidées, mises en place, à la fois pour relayer auprès du salarié et lui permettre de connaître tous ces éléments-là, mais effectivement sur tout ce qu'il va mettre autour finalement en termes d'échange, de discussion, d'ouverture. C'est primordial, et une des mesures aussi, ça va vraiment être de former ou de sensibiliser à minima les managers sur tous ces enjeux qui sont liés à la parentalité. Il y en a pour qui c'est complètement évident, il y en a pour qui ça l'est pas. Moi, j'ai quand même cette vision assez positive des choses qui me fait dire que bien souvent, c'est plus de la maladresse ou de la méconnaissance, en fait. Et donc, ces solutions, vraiment, on va aller les former, les sensibiliser, ça peut vraiment aider derrière. Et enlever une dissonance qu'on connaît, ou quand parfois tu mets en place des politiques qui sont pas suivies par des comportements concrets des managers, finalement, c'est pire que tout, en fait. Ouais, et puis c'est intéressant de se redire qu'une sensibilisation est nécessaire, parce que finalement, un manager qui a pas été sensibilisé, il peut assez naturellement, ni plus ni moins, reproduire ce que lui a vécu s'il a été dans cette situation au préalable. Et si à ce moment-là, ça a été mal géré, il va pas avoir énormément de billes ou d'inspiration. Exactement. Sur quels pourraient être les autres moyens de faire. Donc, en tout cas, effectivement, je pense que juste un peu d'accompagnement du manager sur son rôle, sur l'accueil, sur l'échange, c'est quelque chose qui coûte pas cher finalement au niveau de l'entreprise, et pour le coup qui peut avoir un impact qui est très fort. Complètement. Si je reviens sur le cas concret qu'on avait rapidement évoqué autour du coaching de parents sur les sujets de parentalité, tels que ceux que tu peux accompagner, qu'est-ce que tu pourrais nous partager des résultats concrets de ce que tu as pu accompagner, des bénéfices que tu as pu saisir? Alors, moi, ce que j'observe de manière systématique depuis le départ, c'est une réelle gratitude exprimée par les salariés vis-à-vis de leur manager. Enfin, ils me le disent systématiquement. Et ils me disent aussi, quand j'en parle autour de moi, on trouve ça incroyable. En fait, on savait même pas que ça existait. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette, déjà en termes de reconnaissance, de loyauté vis-à-vis de son employeur, même, j'ai envie de dire, envie d'utiliser ce mot-là. Oui, c'est un vrai cadeau, il est saisi comme tel. Et il est saisi comme tel. Et puis, on l'a pensé de manière, assez souple. Dans ma façon de travailler, en fait, je suis pas à mettre en place des coachings point 1, point 2, point 3. En fait, j'ai vraiment soufflé à la maison Louis Vuitton que les besoins de chacun en la matière allaient vraiment être intimes et personnels. Et on l'a construit de manière à ce que les gens puissent booker en fait des séances avant, pendant, après, au gré de leurs besoins. Et on est vraiment sur un accompagnement où il y a des gens qui vont avoir besoin d'être écoutés émotionnellement dans leur cœur, tu vois, de parents. Il y en a qui vont avoir besoin d'être confortés, rassurés, informés sur des compétences parentales pour prendre ou reprendre confiance dans son rôle. Il y en a qui vont avoir besoin d'accompagnement vraiment sur la conciliation vie privée, vie pro.
Il y en a qui me posent plein de questions parce que j'ai cette casquette d'ancienne RH, ce qui aide aussi en fait. Bien sûr. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment d'être écouté, accueilli, et les retours sont quand même assez positifs. Et du coup, je comprends que cet accompagnement, en tout cas tel que tu le pratiques aujourd'hui, il est offert à tous nouveaux parents. Oui. Hommes et femmes. Donc hommes et femmes, et il peut être déclenché, séquencé en amont ou en aval de la naissance. Exactement. Oui. Ok. Hyper intéressant. T'accompagnes du coup majoritairement dans la demande qui est faite des femmes, des hommes quand même qui viennent te solliciter? J'ai eu quelques hommes. J'ai un autre client qui va cibler les femmes pour différentes raisons, et notamment en termes de volumétrie et budgétaire. Ce qui est remarquable, notamment chez la maison Louis Vuitton, c'est vraiment cette volonté, en fait, de pouvoir proposer ça aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et ce qui met aussi en avant un des avantages de s'intéresser à la parentalité, c'est qu'on va vraiment promouvoir l'égalité homme-femme. Et avec un certain nombre de mesures, pouvoir faire en sorte qu'on va avoir de plus en plus de femmes qui vont justement, on se posait la question tout à l'heure des femmes qui ont des difficultés à se voir évoluer dans leur carrière une fois devenues maman. Et vraiment, avec ce genre de mesures-là, où on va soutenir et promouvoir l'emploi féminin, c'est une façon aussi d'avoir des femmes de plus en plus haut élevées dans la hiérarchie. Et on le sait, je crois que c'est un sujet qui te tient à cœur aussi. Absolument. Dans les CODIR, où il y a une belle mixité, on a un REX qui est 2 fois plus élevé quand même. Donc, Absolument. Mais et je pense, enfin vraiment par rapport à ce que tu dis, que c'est en offrant le dispositif aux 2 parents finalement qu'on favorise à long terme, l'équité, parce que ça permet aussi à chacun de prendre sa place. Alors là-dessus, j'ai envie de souffler aux entreprises aussi, d'inciter les parents, enfin notamment les papas, à prendre un congé parental, à doubler éventuellement le congé paternité qui a augmenté, mais c'est pas encore assez finalement. Ouais. Et je pense qu'il y a des secteurs, on en parlait avec d'autres invités du podcast, il y a des secteurs où pour le 2e parent, c'est encore difficile d'oser le prendre dans un environnement qui le fait pas. Donc finalement, toutes les mesures qu'on va mettre en place qui sont incitatives pour les 2 parents vont venir appuyer ce message. Exactement. Voilà, que c'est le rôle des 2. Mais c'est et on a besoin que les dirigeants fassent exemple en fait en la matière. Tu vois, moi, je rêve de grands patrons qui, dans des discours, vont nous parler de leurs problématiques, de leurs enfants, de choses comme ça. Ça aussi, c'est une façon vraiment belle de donner des messages et des permissions, en fait, à évoquer ce sujet de la parentalité pour tous, en fait. Oui, on en revient finalement, comme sur beaucoup de sujets, sur la question de l'exemplarité. Exactement. Voilà. Et à quel point les dirigeants montrent la voie sur ce sujet-là. C'est quoi les craintes ou les résistances que tu rencontres le plus souvent quand tu parles de parentalité au travail, notamment de la part de tes interlocuteurs? J'imagine qu'ils sont majoritairement des DRH. Qu'est-ce que tu vas entendre le plus? Alors, ce que je peux entendre souvent, c'est que les DRH sont assez convaincus, mais que le CODIR l'est pas forcément. Est-ce que c'est vraiment un sujet prioritaire? Voilà, c'est le genre de retour que je peux avoir. On va avoir aussi des retours autour de, mais finalement, on va encore en rajouter sur les épaules des managers. Ça rajoute de la complexité à la complexité. On a tout le sujet autour du coût financier. Et en même temps, sur le coût financier, si je te suis par rapport à l'attente qui est forte de la part des collaborateurs que l'entreprise s'y intéresse, ça va quand même œuvrer pour la rétention. Donc c'est un coût, c'est un investissement plutôt. Exactement. Mais alors là, vraiment, les RH, ils ont un rôle à jouer pour éduquer en fait leur CODIR. D'abord, moi, je pense que la première étape face à des collègues de CODIR qui seraient plutôt frileux, c'est d'utiliser notre compétence numéro 1 en RH, c'est d'écouter en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait pour ces gens, où ils en sont dans leur analyse du sujet, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi leur réelle crainte. Et une fois qu'on a ces infos-là, on peut commencer à aller les rejoindre là où ils en sont. Je pense que tant qu'on n'a pas fait ça, c'est compliqué de les faire bouger en fait. Absolument. Et moi, ce que j'entends sur ce sujet, mais sur d'autres aussi finalement, qui sont à la limite entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe hors de l'entreprise, c'est un peu une peur de mettre le pied à un endroit qui est du ressort du privé, du personnel, et où finalement quelque part certains DRH viennent me dire mais est-ce que vraiment c'est pas même intrusif que d'aller aborder ces questions-là? Et puis si on fait de la question de la parentalité, est-ce que derrière on va devoir faire d'autres sujets? On m'a dit la même chose pour la santé mentale, là où effectivement ça a quand même un impact aussi direct pour moi entre l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise. Donc il peut y avoir aussi une question de jusqu'où on va devoir aller. Ouais. Alors il y a deux idées là. Il y a effectivement cette frontière entre l'intime et l'entreprise qui est pas évidente pour tout le monde.
Et puis, ce que j'appelle, moi, la boîte de Pandore. Finalement, on va ouvrir un peu le truc, on va plus savoir comment en sortir derrière. C'est exactement ça. Comment on va traiter ce qui va ressortir. C'est des choses qui sortent, effectivement. Moi, je pense que, comme sur d'autres sujets RH, en fait, si vraiment on a envie d'y aller, pour répondre à la notion de boîte de Pandore, c'est un sujet sur lequel l'humilité va être super important, à mon sens. C'est des sujets qui sont nouveaux, qu'on n'a pas énormément de recul, sur lesquels on n'a pas énormément de recul. Et finalement, d'y aller en mode test and learn, tu vois, avec des équipes projets, je pense que c'est une bonne idée, en fait. Et avoir l'humilité de dire à nos collaborateurs, en fait, c'est un sujet qui nous tient à cœur, on a envie d'avancer là-dessus. Et en même temps, on n'a pas forcément le recul, encore une fois, et du coup, on va essayer ensemble. Et voilà, ce gros projet est là, et c'est peut-être accepter aussi qu'on a besoin d'essayer, en fait, tout simplement. Oui, d'accepter que tout soit pas délimité à l'avance et qu'on n'ait pas forcément toutes les réponses à ce qui va se présenter. Exactement. Après, pour limiter tout ça, vraiment, un des tips, c'est vraiment de commencer par faire un état des lieux de sa population. Enfin, pour moi, ça c'est la base. Ça concerne combien de personnes, sur combien de personnes en tout, c'est quoi les enfants par catégorie d'âge et ce genre de choses. Parce que pour moi, c'est vraiment le point de départ en fait de la politique parentalité. Et d'aller demander les attentes aussi, tu penses, de la population, ce qu'ils vont attendre de l'entreprise en particulier dans certains secteurs? Alors, c'est le risque de la boîte de Pandore. Il y a deux écoles là-dessus, mais en amont, on définit les objectifs auxquels on veut répondre. Est-ce qu'on veut limiter le turnover? Est-ce qu'on veut réduire l'absentéisme? Est-ce qu'on veut travailler la QVT ou sur des axes plus RSE qu'on a pu évoquer ensemble tout à l'heure? Et puis ensuite, effectivement, il y a différents labels aussi, notamment, qui peuvent aider les entreprises en ce sens. Et notamment le label Family Friendly Company, on n'en a pas parlé. C'est un label qui est porté par l'association Fondation pour la petite enfance, qui fait un travail remarquable et qui est en fait une vraie invitation à l'innovation en fait en entreprise, pour mieux prendre en compte les recherches sur les besoins en développement de l'enfant, en fait. Moi, j'aime bien cette approche vraiment globale entre besoins de l'enfant et contexte réalité de l'entreprise. Ça rejoint vraiment la raison pour laquelle moi j'ai choisi ce métier-là. Et l'idée, c'est de dire qu'en travaillant sur l'organisation, et il y aura un impact sur le stress des parents et donc sur le stress que les enfants en fait vivent au quotidien. On fait le lien assez vite sur l'impact et je pense de l'un à l'autre en fait quelque part. C'est à quel point est-ce que l'entreprise va faciliter l'organisation, l'équilibre de vie, va avoir un impact bénéfique idéalement sur les enfants. Et de l'autre côté, j'imagine, mais je le sais parce qu'on s'en était aussi parlé un petit peu en off, ce que les parents vont développer en s'occupant de leurs enfants va aussi avoir un impact positif sur l'entreprise. Oui, complètement. L'entreprise, elle fait partie de l'écosystème de tous les parents. Ils y passent la majorité de leur temps. Et donc, même si elle fait pas partie du problème, elle fait partie de la solution à un moment donné, cette entreprise. Qu'on le veuille ou non, donc... Et j'entends déjà des questions arriver autour de ce sujet. Je te relayais tout à l'heure les questions que j'entends des entreprises qui se disent est-ce que vraiment on a envie de mettre le doigt là-dedans? Et de l'autre côté, j'entends des individus qui voudraient que l'entreprise aille encore plus loin, c'est-à-dire à quel moment est-ce que l'entreprise se saisit du sujet et offre des dispositifs? Est-ce que c'est une fois qu'il y a justement parentalité, donc il y a un enfant, ou est-ce que l'accompagnement d'une population qui est au stade de la conception, qui peut-être peut rencontrer des difficultés, qui peut-être est dans des processus d'adoption qui sont longs, et finalement il n'y a pas encore d'enfants, mais les salariés ont déjà besoin de soutien, d'un espace, etc. Qu'est-ce que t'en penses sur à partir de où ça démarre justement le rôle de l'entreprise? C'est vraiment propre aux entreprises, à leur culture, je crois aussi aux valeurs propres du dirigeant. C'est difficile de répondre à cette question. Une chose est sûre, c'est que on a quand même souvent une idée un petit peu reçue que c'est vraiment au moment de la naissance que les parents vont avoir le plus besoin d'aide. Alors, c'est vrai que cette période du 1-4 ans, il y a des études qui le montrent, où c'est là où la difficulté, en fait, de conciliation est assez importante, enfin, est le plus importante, pour les différentes raisons qu'on a pu évoquer, de sommeil. C'est des enfants qui sont pas autonomes à cet âge-là, bien évidemment. C'est des enfants qui, en termes de développement, évoluent beaucoup, et donc on a besoin de se réadapter aussi dans notre parentalité. Il y a toute l'organisation logistique de nounou, crèche, etc. Mais en réalité, les problématiques, elles évoluent aussi à mesure que l'enfant grandit. Et puis, il y a, comme tu l'as souligné, toute la période de préconception. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je pense qu'encore une fois, ça dépend vraiment des entreprises.
Je crois aussi qu'on peut peut-être être en mesure de, tu vois, sur des cas vraiment particuliers, de pas avoir de politique, mais de le faire en bonne intelligence. Je pense à un client que j'ai eu récemment qui m'expliquait que, bon, ses enfants avaient 3 ans de plus maintenant, mais quand son bébé avait 3 mois et sa fille 3 ans, la maman est décédée, en fait, assez subitement. Bon, c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, c'est pareil, j'ai perdu mon papa quand j'avais 2 ans et demi. C'est comment aussi, sans forcément parler de politique, de trucs hyper chiadés, comment on fait preuve de bonne intelligence et d'humanité, tout simplement. Je crois que le rôle des managers, sans qu'il y ait de politique formelle, c'est clairement d'être à l'écoute, en fait, et de faire preuve d'empathie vis-à-vis de leur équipe. Parfois, rien que ça peut faire toute la différence. Ouais, donc pour l'entreprise, simplement de se rappeler que c'est un sujet comme tant d'autres sur lesquels on va pas pouvoir tout prévoir, tout mettre dans une politique, et sur laquelle on continuera à avoir la flexibilité dont on sait où pas faire preuve sur des sujets un petit peu plus larges qui peuvent toucher les salariés. Complètement. Et puis, comme beaucoup d'autres sujets RH, des politiques, des mesures parentalité qui vont être mises en place comme ça, avec un socle RH qui serait pas solide. Je pense à tout ce qui est organisation du travail, compétences managériales. Là, encore une fois, tu fais vivre de la dissonance à tes salariés. Donc, accompagner les managers sur la parentalité, c'est, à un moment donné aussi, les faire se développer sur des compétences managériales qu'on connaît tous, en fait. Absolument. Savoir écouter, savoir créer un espace de dialogue, de sécurité psychologique pour qu'ils puissent amener leurs questions. Finalement, on se recoupe sur pas mal d'autres dimensions managériales. J'ai quelques questions assez rapides sur lesquelles j'aimerais bien ta réponse un peu du tac au tac. Ce serait, s'il y avait un seul conseil à retenir pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, un peu le meilleur conseil que tu as envie de donner, ce serait quoi? Alors, en plus de tout ce que j'ai dit, ce serait peut-être de pas oublier de définir des KPI pour trouver à quel point la décision qu'on va prendre en matière de parentalité valait le coup. Ok, très intéressant. T'en as un ou deux qui te viennent en tête qui sont particulièrement utiles pour toi? Ça peut être par exemple le nombre de salariés, tu vois, concernés qui vont utiliser les dispositifs qu'on met en place. Et puis j'ai envie de dire aussi que ça peut valoir le coup d'évaluer les coûts en fait d'absentéisme en amont, de recrutement en amont et puis versus l'après en fait. Ouais, passionnant. Et effectivement, ça nécessite de savoir mesurer l'amont pour mesurer l'aval. Quelle est la pire pratique que tu as vue autour de ce sujet? Je pense que la pire pratique, alors je vais peut-être me répéter, mais c'est concrètement de mettre en place des mesurettes, j'ai envie de dire, qui seraient pas en fait accompagnées de la base, avec une organisation du travail qui est pertinente, qui est efficace pour les équipes, avec des managers qui seraient pas à minima formés, sensibilisés à l'écoute. Ok. Une entreprise qui nous écoute aujourd'hui et qui a rien mis en place sur le sujet de la parentalité, ce serait quoi un seul bénéfice tangible que tu aurais envie de lui montrer pour s'en saisir? C'est le turnover. Tu vois, la baisse du turnover et tous les coûts associés de recrutement, de formation. Il y a quand même beaucoup de jeunes mamans ou même beaucoup d'entrepreneuses. Je suis devenue entrepreneuse, donc c'est pareil, j'ai mon réseau qui s'est développé, qui sont partis au moment de leur première grossesse, en fait, à l'arrivée de l'enfant. Et quand je leur dis ce que je fais, elles me disent, mais mon Dieu, si mon entreprise avait mis des petits trucs en place, certainement que j'y serais encore, en fait. Donc voilà, c'est penser turnover, les coûts associés en matière de recrutement, de formation, de onboarding et tout ce qu'on sait. Et bien entendu, ça va aussi avoir un impact fort sur l'attractivité, je pense, à certains secteurs qu'on aurait gravement besoin. Ouais. Question finale, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, Stéphanie, et que je t'ai pas posée aujourd'hui? Peut-être évoquer tous ces salariés qui sont pas forcément éligibles au télétravail, parce que bon, j'en ai pas parlé, mais le télétravail c'est souvent la grande mesure qui ressort comme étant le Graal pour faire face aux enjeux de la parentalité. Or, on a des statistiques qui montrent que c'est seulement 36% de la population qui est concernée, donc on a quand même 74% des gens qui sont sur le carreau. Et moi, j'ai un passé de RH où j'ai beaucoup travaillé avec des populations qui étaient pas éligibles, tu vois, au télétravail, ni même à la flexibilité des horaires. Je pense à des mécaniciens, je pense à des commerciaux itinérants, alors eux en termes de flexibilité quand même davantage, mais des ouvriers sur ligne de production. Et du coup la question c'est comment on adresse ce sujet de la parentalité avec eux quand c'est pas possible le télétravail. Et là je pense que typiquement la qualité en fait de la réponse managériale elle va être d'autant plus importante pour ces populations-là. On a besoin vraiment de pouvoir écouter individuellement en fait les difficultés potentielles de chacun. Et là encore une fois, les managers ils ont un rôle qui est clé.
et puis de mettre des dispositifs qui vont davantage être en dehors du temps de travail. Ça peut être, on va prendre les déplacements crèche, ça peut être de l'aide aux devoirs, ça peut être ce genre de choses-là, aussi du coaching parental. Ouais, mais c'est très important ce que tu dis, parce que je pense que quand on parle de télétravail, ça paraît un peu naturel, bien que ça soit pas mis en place par tout le monde, que sur les populations qui pourraient le faire, sur les emplois qui pourrait le mettre à disposition, et ben le fait de l'élargir, de l'assouplir autour de ces moments-là de vie pour les deux parents, c'est évidemment énorme. Mais il y a des métiers sur lesquels c'est très difficile de le faire, voire complètement impossible. Donc la question, c'est là la réponse managériale, effectivement, elle est clé. Elle est clé. C'est du coup de permettre aussi de créer cet environnement favorable à des salariés qui vont oser poser des questions. J'aime bien toujours prendre cet exemple-là, qui m'est très proche, d'un papa qui a ses enfants un week-end sur 2. Donc c'est quand même chouette quand il les a. Et si le vendredi où il les a, on lui permet de partir peut-être parfois 10-15 minutes plus tôt, et que ça lui évite en fait 1h30, tu vois, de bouchon sur la 86 ou je ne sais où, concrètement ça peut vraiment changer la vie des 3 sur un week-end. Alors ça paraît pas grand-chose, mais tu vois, c'est toutes ces petites choses-là en fait qui font vraiment la différence aux yeux des gens, moi je pense. Oui, des fois c'est pas un gros investissement, mais si on a ouvert la fenêtre de tir pour pouvoir s'en parler, tout simplement, on va se rendre compte que ça a un impact très fort. Je te remercie beaucoup Stéphanie, c'est hyper précieux parce que c'est un sujet sur lequel on a encore besoin de pas mal d'inspiration à mon avis. Donc c'était très concret ce que tu nous as apporté aujourd'hui, et je suis sûre que si ceux qui nous écoutent ont d'autres questions, ils pourront te les adresser aussi directement. Avec grand plaisir. Merci Chloé de ton invitation. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Et en complément, on a un petit cadeau à vous faire dans ce podcast. On a demandé à l'ensemble des invités de vous préparer leurs meilleurs conseils, meilleures ressources qu'ils souhaitent vous partager. Et vous retrouverez tous ces éléments dans une super ressource dont le lien est accessible via la description de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!